Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 60 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va parler des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. C'est un épisode qui fait suite à l'épisode 59, évidemment dans l'ordre chronologique, dans l'ordre des nombres, mais surtout parce que la dernière fois, on avait parlé des états d'urgence et de l'état de siège, et ici, on reste quand même dans cette thématique de réponse en cas de crise, et ici, on va se poser la question des pouvoirs exceptionnels, mais tout de suite après le générique. Tout de suite, c'est après les rappels, évidemment, parce qu'il faut se souvenir de ce que je vais dire maintenant pour bien comprendre l'épisode. D'abord, le rôle du président de la République, les rôles du président de la République qu'on avait vu à l'épisode 30. Le président de la République est un président de la République arbitre, il n'est pas chef de l'exécutif. Il a notamment ces rôles importants qui nous intéressent aujourd'hui, qu'il incarne l'autorité de l'État et les garants de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du fonctionnement normal des pouvoirs publics. Il défend la stabilité du régime et d'autres choses de ce type-là. On voit qu'il est là aussi en tant que défenseur, que gardien de la nation de façon générale. Il incarne l'autorité de l'État, notamment pour ce qui est de la ratification des accords internationaux qu'on a déjà vu dans un autre épisode. Bref, il est là en tant que président de la République, arbitre, gardien et représentant droit. Le gouvernement, lui, c'est autre chose. Le gouvernement a plusieurs rôles qu'on a vu à l'épisode 25, ils sont nombreux, politiques, militaires, administratifs, réglementaires. C'est le réel pouvoir exécutif, avec 3 directeurs à sa tête et non pas un premier ministre comme actuellement. Pour rappel, ça, c'est ce qui est dans ma vision politique constitutionnelle. C'est ce qu'on a vu au cours de Parlons Constitution. Autre point important à rappeler, c'est la différence entre les lois ordinaires, les lois courantes et les lois unanimes principales éminentes. Je les appelle comme ça parce que j'ai pas vraiment décidé de nom. Est-ce qu'il faut mieux les appeler lois unanimes, loi principale, loi éminente? Je ne sais pas exactement. Alors d'abord les lois ordinaires. Les lois ordinaires, ce sont les lois votées que par l'Assemblée nationale et pas par la Chambre des sages. Je vais pas revenir en détail sur ce qu'est la Chambre des sages, sur ce qu'est l'Assemblée nationale. Les lois ordinaires, ce sont les lois votées que par l'Assemblée nationale. Les lois courantes, c'est un type de loi ordinaire. Ce sont les lois les plus courantes, celles qu'on a l'habitude de parler. En fait, c'est la procédure courante au sein de l'Assemblée nationale qui fait qu'on les appelle les lois courantes, alors qu'il y a d'autres procédures, d'autres types de lois, des lois moins courantes qui sont les lois de programmation des finances publiques, tout ce qui est loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, bref, tout ça, ce sont des lois particulières au sein des lois ordinaires. Donc, les lois plus courantes au sein des lois ordinaires, ce sont les lois courantes. Et les lois ordinaires qui sont votées par l'Assemblée nationale ne sont pas les mêmes que les lois unanimes principales ou éminentes qui sont votées par la Chambre des sages. Parce que dans ma vision politique constitutionnelle, l'Assemblée nationale et la Chambre des sages ne votent pas les mêmes lois, n'ont pas les mêmes fonctions et il n'y a pas réellement de navette parlementaire, sauf à certaines occasions très rares, notamment pour ce qui est des lois organiques. Autre rappel maintenant important, c'est celui du dernier épisode. Comme je l'ai dit en introduction, l'épisode 59, c'était sur l'état de siège et les états d'urgence, ou plutôt l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence sanitaire n'existe plus actuellement. Et dans cet épisode, j'ai proposé de réformer ces états de siège et états d'urgence. Alors, rapidement, je vais pas tout redire, mais dans cette vision constitutionnelle, c'est décrété par les directeurs, et non pas par le président de la République. C'est minimum un directeur, parce que les autres peuvent être empêchés, notamment enlèvement, décès, maladie, etc. Donc s'il y a au moins un directeur, c'est bien, mais s'ils sont tous là, c'est mieux, évidemment. C'est prorogé par la loi si ça dépasse 5 jours, avec l'initiative gouvernementale de la loi, aucun amendement possible, et la loi fixe la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, selon le cas dans lequel on est. Également, je propose de mettre en place des commissions de surveillance à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages pendant cette période d'état de siège et d'état d'urgence. Et évidemment, la justice est renforcée dans ces périodes qui sont, plus risquées pour les atteintes aux libertés publiques et aux libertés individuelles, donc il y a une protection renforcée, notamment des recours plus rapides d'urgence devant le Conseil d'État, et également pour ce qui est des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité qui sont adressées à la Cour constitutionnelle. Bien, ces rappels étant faits, on va pouvoir commencer à parler des pouvoirs exceptionnels qui sont prévus actuellement dans la Constitution de la 5ème République à l'article 16.
Donc cet article 16, en vigueur là au 20 février 2025, j'indique la date ici pour parce qu'au cas où, si elle change à l'avenir, c'est le moment où j'ai regardé cet article 16, c'était le 20 février, et dans cet article 16, il y a écrit tout ça. Alors, rassurez-vous, on va pas tout faire là d'un coup comme ça, on va faire point par point, alinéa par alinéa. Là, je voulais juste montrer la petite faute, le E qui manque. Dans le texte actuel et dans le texte d'origine, il y avait cette faute-là. Vous voyez le petit E, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés, il manque un E. Bon, c'est pas grave, c'est juste une petite anecdote, il y a une petite faute qui s'est glissée dans la Constitution, elle est ici, et elle n'a pas été corrigée, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est pas un choix, peu importe, ça ne change pas vraiment le sens de cet alinéa, donc l'alinéa premier, qui nous dit ceci. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Cet alinéa-là vient nous donner deux limites de fond, c'est-à-dire des conditions nécessaires pour engager les pouvoirs exceptionnels. Il faut une menace grave et immédiate. C'est tout ce qui est en violet ici, la première partie de la première phrase. Après il y a un « et », car en plus de ces menaces graves et immédiates, il faut une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Ce sont donc deux limites, deux conditions qui sont cumulatives. Il faut l'un et l'autre. Si on n'a qu'une menace grave et immédiate, mais pas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, alors on ne peut pas engager cette procédure, utiliser cet article 16 pour avoir ces pouvoirs exceptionnels. C'est pas possible. À la place, par contre, on peut utiliser l'état de siège ou l'état d'urgence. Mais pas cet article-là. Aussi, on voit bien que c'est le président de la République qui prend les mesures exigées par ces circonstances. Le président de la République, actuellement, prend les mesures exigées par ces circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend toute mesure exigée pour faire ce qu'il y a dans les autres alinéas après, pour en fait répondre à ces deux conditions-là qu'on vient de voir, la menace grave et immédiate et l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il prend toutes les mesures. Il peut décider des lois, passer des décrets, bref, toutes mesures en principe sont possibles et envisageables. C'est pour ça qu'on appelle ça les pleins pouvoirs. Les pouvoirs exceptionnels ou les pleins pouvoirs, c'est la même chose, c'est cet article 16. Il y a autre chose dans ce premier alinéa. Dans ce premier alinéa, il y a aussi la première limite de forme. Il faut des consultations officielles. Le président de la République ne veut pas faire ce qu'il veut, il doit quand même consulter de manière officielle le Premier ministre et les présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il consulte uniquement, C'est-à-dire que si on lui dit non, il faut pas le faire, n'utilise pas cet article 16, eh bien, il fait ce qu'il veut. Il peut très bien décider de pas suivre les recommandations, les avis du Premier ministre, des présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel. Même si tout le monde lui dit ne le fais pas, il peut très bien le faire, c'est qu'une consultation. Bon, donc c'est pas très contraignant, L'alinéa 2 dit qu'il en informe la nation par un message. S'il engage cette procédure, il doit informer la nation par un message. Qu'est-ce que c'est là? C'est la deuxième limite de forme, le message à la nation. Par radio, par télévision, par affiche, sur internet ou autre, ce n'est pas précisé, tant que ça informe officiellement tout le monde. On verra un peu plus tard dans l'épisode un exemple où il y a eu un message à la nation, puisqu'il y a eu, dans l'histoire de la France, l'utilisation de l'article 16, ça s'est déjà passé. C'est déjà arrivé une fois, on le verra plus tard. C'est déjà arrivé une fois qu'on utilise l'article 16. Ensuite, il y a l'alinéa 3. L'alinéa 3, il dit « Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. » Ici, on a en fait la conséquence des limites de fond qu'on a vues au premier alinéa. C'est l'objectif des pleins pouvoirs, c'est d'assurer au pouvoir constitutionnel, dans les moindres délais, donc le plus vite possible, les moyens d'accomplir leur mission, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que ces pouvoirs publics constitutionnels, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, gouvernement, que ces institutions puissent de nouveau fonctionner normalement. Bon, je vais pas donner tous les pouvoirs
public constitutionnel, hein. En fait, c'est une notion qui est assez floue, mais d'une manière générale, on peut quand même dire que c'est sur un territoire donné, au moins une bonne partie de la France, où l'État français n'a plus la main mise parce que il y a une menace grave et immédiate qui empêche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Donc de la force légitime et des lois prescriptives de la Constitution, des lois, des décrets pris par les autorités de la République française. C'est assez vague, je sais. Je pense que c'est normal, ça a été voulu par les constitutionnalistes de l'époque. C'est une limite qui est quand même un peu floue, comme ça on peut l'interpréter un peu comme on veut, tant que ça passe plus ou moins, quoi. Vous voyez l'idée? C'est un peu une critique que j'ai à faire, c'est qu'on sait pas exactement ce que ça veut dire, hein. Surtout quand on regarde ensuite comment ça a été utilisé. Bref. Passons, il y a autre chose, un autre point, c'est le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. En fait, il y a ici la disposition d'une consultation du Conseil constitutionnel. Il est consulté, donc encore une fois, c'est non contraignant. C'est marqué qu'il est consulté, mais on ne sait ni quand, ni comment. Bon, peu importe, on peut dire que c'est dans la consultation officielle obligatoire au début. Mais c'est aussi ce qu'on verra à la ligne 6 avec la demande d'avis du Conseil constitutionnel. Mais avant ça, il y a la linéa 4, évidemment, la linéa 4 qui nous dit que le Parlement se réunit de plein droit. Si le Parlement n'est pas en session, il se réunit de plein droit. Pour moi, c'est évident, il faut que ce soit le cas. Parce que comme ça, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat dans la Constitution de 1958 de la 5e République peuvent se réunir, peuvent veiller, faire attention à ce qui se passe, à ce que fait le président de la République, qu'il fasse pas en fait n'importe quoi. Bon, passons, c'est pas essentiel, alinéa 5, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. En fait, on est dans la continuité de l'alinéa 4. Il faut que l'Assemblée nationale puisse veiller. Et là, en fait, c'est une protection importante de l'Assemblée nationale, qui est protégée de toute dissolution pour éviter tout abus pouvoir de la part du président de la République, afin de conserver une instance de représentation démocratique et lui permettre de surveiller, de poser des questions, d'exiger des rapports, etc., etc. Donc on voit bien que, bon, même s'il y a les pleins pouvoirs au président de la République, on essaie quand même de faire en sorte d'avoir des mini-contre-pouvoirs, ou plutôt une forme de surveillance démocratique avec le Parlement qui est toujours en session, il se réunit de plein droit, et en plus, la protection de l'Assemblée nationale face à une dissolution qui pourrait être décidée par le président de la République, mais là non, pendant l'exercice des pleins pouvoirs, ce n'est pas possible. Parce que si l'Assemblée nationale est dissoute pendant les pleins pouvoirs, il n'y a plus d'Assemblée nationale, elle ne peut plus surveiller. Là si, elle est protégée, pas de dissolution possible. Et la linéa 6, qui a été rajoutée en fait plus tard, lors de la révision constitutionnelle de 2008, rajoute une forme de surveillance, une forme de contrôle, avec ce qui suit, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Ici, c'est comme je l'ai dit avant, c'est une consultation, un contrôle du Conseil constitutionnel. Mais c'est le Parlement qui va décider de demander un avis public au Conseil constitutionnel à partir de 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Et à partir de 60 jours, le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir, peut décider lui-même à tout moment, voilà, à tout moment au-delà de 60 jours, il peut décider d'émettre un avis public sur les conditions qui sont réunies ou pas pour les pouvoirs exceptionnels comme ça a été défini au premier alinéa qu'on a vu tout à l'heure. Donc on le voit bien ici, c'est un simple avis public, c'est non contraignant. Et l'article 16 s'arrête là. On a donc vraiment des pleins pouvoirs, puisqu'il n'y a pas réellement de contre-pouvoir mis en place. On a voilà des consultations officielles avant de déclencher cette procédure de l'article 16. Bon, ok, mais c'est des consultations, c'est pas contraignant. On a ensuite une protection de l'Assemblée nationale qui ne peut pas être dissoute. Ok,
mais elle peut pas faire grand chose non plus contre le président de la République s'il décide de prendre une mesure complètement aberrante, qui n'aurait pas de sens, et même s'il décide de prolonger cette période des pouvoirs exceptionnels, des pleins pouvoirs, eh bien, elle ne peut pas faire grand chose. Elle peut demander, certes, un avis public au Conseil constitutionnel, à partir de 30 jours. Mais c'est un avis public, c'est pas contraignant non plus. À partir de 60 jours, le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir, et il peut le faire à tout moment au-delà de cette durée. Mais, encore une fois, c'est un avis public, c'est pas contraignant. Il n'y a aucune possibilité de contrôle contraignant de ce que fait le président de la République pendant cette période qu'il déclenche lui-même quand il veut, même si, normalement, il y a des conditions de fond. Menace grave et exceptionnelle, et fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels qui est interrompu. Bien, donc tout ça c'est l'article 16, mais comment ça s'est passé en pratique? En pratique, il y a eu une seule utilisation de l'article 16 au cours de l'histoire de la 5ème République, et c'est pas très longtemps après son début. La 5ème République est née en 1958. En 1961, 3 ans après l'adoption de la Constitution, qui s'est faite pour mieux répondre à la situation en Algérie, eh bien il y a eu un déclenchement de l'article 16. Alors à l'époque, le président de la République, De Gaulle, souhaite l'indépendance de l'Algérie. Mais des généraux à Alger s'y opposent. Le 21 avril, ils font un putsch. Il y a 4 généraux principaux. Mais il n'y a pas que 4 généraux qui ont participé à ce putsch. Bref, c'est le putsch des généraux le 21 avril. Ils auraient à disposition une bombe atomique. Que fait De Gaulle? De Gaulle hésite un peu, mais le 23 avril, le président de la République en tenue militaire, Charles de Gaulle, prend la parole à la télévision française pour déclencher l'article 16, dire aux Français de se maintenir prêts à une éventuelle insurrection et ordonner aux militaires de ne pas obéir à ces 4 généraux. Ensuite, il prend des décisions dans les jours qui viennent, et qu'est-ce qui se passe? De Gaulle obtient la non-utilisation de la bombe atomique en 5 jours, le putsch est terminé, l'armée ne soutient pas ou très peu les 4 généraux. Bien, on pourrait se dire c'est réglé, en 5 jours le putsch est terminé, les pleins pouvoirs en 5 jours c'est terminé. Eh bien non, le général de Gaulle, qui est à l'époque président de la République, donc l'appeler général pourquoi pas, mais il est président de la République, le président de Gaulle, conserve les pleins pouvoirs pendant 5 mois. Pendant 5 mois. En 5 jours il y avait plus de putsch, il y avait plus de menaces, voilà, et puis les pouvoirs publics constitutionnels pouvaient reprendre normalement, il n'y avait pas de problème, mais il décide de garder les pleins pouvoirs jusqu'au 29 septembre 1961. Durant lesquels il prend certaines décisions, notamment entre autres sur le statut des magistrats, ce qui n'a rien à voir avec la situation, ce qui n'est pas l'objectif de l'article 16 tel qu'on l'a lu juste avant, puisqu'à partir de 5 jours, il n'y avait plus de raison de recourir à cet article 16, à ses pleins pouvoirs. On voit donc bien que dans la seule utilisation qu'il y a eu historiquement de l'article 16, on a vu un risque de dérive, même une dérive illustrée par l'histoire de la démocratie balayée. Le président de la République a pris des décisions pendant 5 mois, comme il l'entendait, et personne ne pouvait rien y faire. Même s'il y avait plus de raison de recourir à ses pleins pouvoirs, eh bien, personne pouvait l'en empêcher. Hormis un putsch, un truc militaire, mais juridiquement, dans la Constitution, rien ne l'empêchait, rien ne pouvait le contraindre à arrêter au bout de 5 jours, à partir de la fin du putsch, l'utilisation de l'article 16, la mise en œuvre de l'article 16, elle devait se finir à partir des 5 jours après que le putsch soit terminé. Bien. Donc est-ce que selon moi, il faut garder ces pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure? C'est ce qu'on va se poser comme question. Un peu après celle-ci, on a commencé à y répondre. Est-ce qu'il y a un blanc-seing pour le président de la République? Est-ce que c'est un régime autoritaire exceptionnel? Comment on pourrait qualifier cet article 16? Cette situation, telle qu'historiquement elle s'est passée, 1961, quand De Gaulle a déclenché l'article 16, tel que c'est prévu actuellement dans la Constitution. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un blanc-seing? Un blanc-seing, c'est une feuille blanche signée qu'on donne à quelqu'un qui a ensuite pouvoir pour la remplir et pour prendre des décisions dessus. En gros, on dit, voilà, fais ce que tu veux, moi je serai d'accord de toute façon. Je suis d'accord avant même de savoir pourquoi je suis d'accord, sur quoi je suis d'accord. Voilà, c'est ça un blanc-seing, c'est, vas-y, je te donne les droits pour faire ce que tu veux pendant telle période. Est-ce que c'est un blanc-seing? Non, c'est même pas un blanc-seing, c'est pire, car ici, personne ne lui donne l'autorisation, c'est lui-même qui dit, article 16, c'est parti, plein pouvoir exceptionnel, on y va, j'ai consulté les bonnes personnes, j'étais pas d'accord, c'est pas grave, moi je juge qu'il y a une menace exceptionnelle,
grave envers la nation. Je juge également que les pouvoirs constitutionnels ne fonctionnent pas normalement, qu'il y a une interruption de leur fonctionnement normal. Donc, article 16. C'est moi, président de la République, qui décide. C'est donc même pas un blanc-seing. On donne même pas l'autorisation pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. C'est lui-même qui se donne l'autorisation. Bon, après on peut quand même nuancer, c'est quand même contrôlé a posteriori dans sa continuité. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, qui a quand même autorité, même si son avis n'est qu'un avis et pas une décision, c'est pas exécutoire, c'est qu'un avis public, mais quand même avec l'alinéa 6 qu'on a vu, eh bien il rend un avis public a posteriori au bout de 30 jours, s'il est saisi, ou à partir de 60 jours, s'il le décide, de rendre un avis public qui dira non, l'utilisation de l'article 16 n'est plus souhaitable, n'est plus justifiée par les circonstances. Mais n'empêche que personne ne peut l'obliger à arrêter, en tout cas juridiquement parlant. Donc, est-ce que c'est un régime autoritaire quand il y a l'article 16 ? Là, je vais reprendre des définitions qui sont en fait issues de l'épisode 10 sur les régimes et systèmes politiques. Tout d'abord, la tyrannie. La tyrannie est un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un tyran qui règne de façon absolue et arbitraire, après avoir pris le pouvoir illégitimement et qu'il exerce en dépit des lois et pour satisfaire ses propres intérêts. Est-ce que là c'est une tyrannie ? Non, pas vraiment. Déjà, est-ce qu'il prend le pouvoir illégitimement, comme c'est prévu dans la Constitution ? Pas vraiment. Est-ce qu'il l'exerce en dépit des lois ? Non, puisque c'est la Constitution elle-même qui l'autorise. Est-ce que c'est pour satisfaire ses propres intérêts ? Bon, ça dépend. Ça dépend, mais en principe, non, pas forcément. Donc on peut pas dire qu'on est dans un cas de tyrannie ici. Est-ce qu'on est dans un cas de despotisme ? Le despotisme, c'est un régime ou système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un despote qui règne de façon absolue et arbitraire par la crainte et avec paternalisme. Eh bien, on ne l'est pas forcément avec l'article 16. Ça dépend qui le met en œuvre. S'il décide de le mettre en œuvre de façon absolue, arbitraire par la crainte et avec paternalisme, oui, l'article 16 pourrait permettre d'avoir une forme de despotisme en France. Donc, voilà, ici je marquais soon avec ce petit emoji, qui veut dire que ça pourrait l'être. Ça ne l'est pas, mais ça peut permettre une dérive vers le despotisme. Est-ce que c'est un autoritarisme ? L'autoritarisme, c'est quand même un terme assez vague. Il y a une définition, bien sûr, je vais la donner, mais c'est quand même assez large. C'est un système politique dans lequel l'autorité est exacerbée, parfois dans le discours en tant que valeur, et où les dirigeants cherchent la soumission et l'obéissance de la population par différents moyens, comme la répression, la propagande ou la restriction des libertés. En fait, encore une fois, ça dépend comment est exercé l'article 16, comment sont exercés ces pouvoirs exceptionnels. Donc, encore une fois, je vais marquer soon. Ensuite, le totalitarisme. Bon, le totalitarisme, clairement, c'est pas vraiment, on va quand même donner la définition, mais le totalitarisme, c'est censé être pire que l'autoritarisme, donc si l'autoritarisme c'est soon, c'est une dérive potentielle de l'article 16, le totalitarisme, c'est une dérive plus difficile. Le totalitarisme, c'est un système politique caractérisé par l'imposition d'une idéologie officielle érigée en dogme, permettant l'avènement d'une humanité parfaite, avec un parti unique de masse qui s'approprie l'État, un contrôle policier des populations par la terreur, une direction de l'économie par l'État, un monopole des moyens de communication de masse. L'État exerce un contrôle total de la société, ou du moins essaie, allant jusqu'à la volonté de contrôler ce que pensent les individus. Là, ce serait une dérive vraiment importante de l'utilisation de l'article 16. Il faudrait plein de conditions à ça, notamment un parti qui soutient le président de la République, et qui souhaite ensuite mettre en place un parti unique. Donc là, il faut vraiment marcher et piétiner la Constitution, donc non, ce n'est pas ça l'article 16. Bon, alors c'est pas une tyrannie, c'est pas un despotisme, c'est pas un autoritarisme, c'est pas un totalitarisme, est-ce que c'est au moins un état policier, puisque c'est les pleins pouvoirs par un président de la République ? Eh bien, l'état policier, c'est pas vraiment ça non plus. L'état policier, c'est un système politique autoritaire dans lequel les gouvernants répriment l'opposition et contrôlent la population par l'utilisation de la police. C'est ce que pourrait faire le président de la République. Pourquoi pas ? Avec l'article 16, il en aurait les moyens, il en aurait le droit. Les libertés individuelles sont fortement réduites, comme la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de réunion. Il pourrait mettre en place ça. Encore une fois, c'est pourrait.
Les gouvernants utilisent la police pour réprimer les contestations, souvent violemment, et usent parfois de torture, d'emprisonnement abusif, voire d'assassinat politique, d'une police secrète et de propagande, de surveillance, de masse. C'est pas ce qui est prévu à l'article 16, même si ça pourrait le permettre, encore une fois, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais ça pourrait y conduire. Donc attention. Est-ce que c'est une monocratie? La monocratie, c'est une définition très simple. Régime ou système politique dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne. Ah, là les pleins pouvoirs au président de la République, c'est une seule personne. Bon, donc c'est bien ça. Le régime, ou plutôt le système politique, quand il y a mise en place, mise en œuvre de la procédure des pouvoirs exceptionnels à l'article 16, c'est de la monocratie, qui est prévue par la Constitution, qui est légale. Bon, on va voir quand même d'autres définitions. Est-ce que c'est une autocratie? Monocratie, autocratie, c'est un peu différent, même si on a la même idée. L'autocratie, c'est un régime politique dans lequel une seule personne détient le pouvoir sans limitation, de façon absolue, et tire sa légitimité de lui-même. Là, non, c'est pas ça, hein. Est-ce qu'il tire sa légitimité de lui-même? Non, le président de la République, il est élu, donc il tire sa légitimité normalement de l'élection. Et aussi, les pleins pouvoirs, il les tire de la Constitution. Donc non, il tire pas sa légitimité de lui-même, c'est pas une autocratie. Donc c'est une monocratie, très clairement. Est-ce que c'est une dictature? C'est le dernier qu'on fait, promis. Je pense qu'on a fait le tour, de toute façon, des régimes autoritaires, des noms de régimes autoritaires qui auraient pu correspondre à ce que prévoit l'article 16. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une dictature? La dictature, qu'est-ce que c'est? C'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. Ça c'est une définition de Wikipédia, hein. Inspirée aussi par une définition du Trésor de la langue française, bref. Mais la dictature, c'est aussi un terme qui désignait originellement en Rome antique une magistrature exceptionnelle, attribuant tous les pouvoirs, ce qu'on appelle l'imperium, I-M-P-E-R-I-U-M, à un seul homme, mandaté en tant que dictateur pour une période donnée et pour répondre à une situation d'urgence militaire. C'est à peu près ça. La situation d'urgence militaire, bon, c'est pas précisé que c'est une menace militaire, mais c'est potentiellement ça. Et l'idée de mandater une personne, on y est presque. On y est presque parce que ça, mandater quelqu'un pour qu'il ait les pleins pouvoirs, pour qu'il ait, l'imperium. Je sais pas si on dit imperium ou imperium, hein, mais bon. Je pense qu'en latin c'est plus imperium que imperium. Mais au moins tout le monde comprend. Donc la dictature, sous la Rome antique, c'est à peu près ce qu'on a à l'article 16. À peu près. Sauf que nous, là, on est plus dans une monocratie, hein, très clairement, qui est quand même une définition moins restrictive. Et la différence entre la dictature de la Rome antique et cet article 16, c'est que, au moins, à la Rome antique, la dictature était déclenchée par quelqu'un d'autre que celui qui aura les pleins pouvoirs. Bon, ok. Donc on a bien cerné l'article 16, on a vu le texte de l'article 16, on a vu si c'était un blanc-seing, si c'était un régime autoritaire, quel type de régime autoritaire, quelle définition peut correspondre. Ok, on a bien critiqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des avantages? Pourquoi est-ce qu'on aurait décidé en 1958, notamment De Gaulle, qui a participé à cette construction de la Constitution de 1958 de la Seconde République, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu cet article-là? Et pourquoi est-ce qu'à l'époque c'est passé? Parce qu'il y a des avantages. On peut critiquer, mais il y a quand même des avantages. Ça permet une réaction rapide, forte, légale, à une menace et crise institutionnelle grave et immédiate. Notamment car les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme ici. Dans les mains du président de la République, un seul homme, une seule femme, hein. Ça c'est pas une question. Mais l'idée c'est qu'une seule personne détient tous les pouvoirs, détient les pleins pouvoirs. Alors, pour moi, il faut une dictature exceptionnelle, contrôlée. Je réponds enfin à la question, est-ce qu'il faut des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure selon moi? Pour moi, il faut une dictature exceptionnelle contrôlée, mais je vais détailler. Donc là, on est toujours dans la définition de dictature de la Rome antique, et c'est exceptionnel et contrôlé. Alors, d'abord, les critiques. Je reviens sur les critiques que j'ai données, parce qu'on part de là. Il faut partir des critiques pour ensuite faire une proposition. Soit on supprime, soit on modifie. Et forcément, vous avez compris que j'allais modifier, rajouter des trucs, modifier des trucs, supprimer des trucs, bref, on va modifier tout ça. La critique, c'est que il y a trop de pouvoir dans les mains d'une seule personne. C'est vraiment les pleins pouvoirs à une seule personne qui décide elle-même de déclencher l'article 16. Bien sûr, on vient de le voir, il y a un manque cruel de contrôle. Personne ne peut l'arrêter juridiquement. D'où un fort risque de dérive, comme le président de Gaulle,
qui décide de garder pendant 5 mois les pleins pouvoirs, alors qu'au bout de 5 jours, le putsch des généraux était terminé. La menace n'était plus là, ou en tout cas beaucoup moins forte, et elle ne justifiait plus le recours aux pouvoirs exceptionnels. Donc voilà ce que je propose. Je propose que le président de la République, ou celui qui le remplace en cas d'intérim, donc ça, l'intérim, je précise pas ce que c'est, on l'a vu à l'épisode 29. Le président de la République, il déclenche et arrête les pouvoirs exceptionnels du gouvernement. C'est plus lui qui a les pouvoirs exceptionnels, c'est pas le président de la République dans ma vision constitutionnelle. En fait, il ne faut pas que ce soit la personne qui exerce ses pleins pouvoirs qui déclenche ses pleins pouvoirs et qui les arrête. C'est le gouvernement, donc là en plus c'est plusieurs personnes, c'est le gouvernement, notamment les directeurs, puisque ce sont eux les chefs de gouvernement, donc ils sont 3 directeurs à avoir ses pleins pouvoirs. On n'a plus une seule personne qui a tous les pouvoirs, non, on en a 3. Et c'est même plus eux qui décident quand ils les ont. C'est le président de la République qui décide de déclencher cet article 16. Bon, article 16, là je dis article 16 pour qu'on comprenne, hein, mais il serait pas forcément numéroté 16 dans une constitution qui partirait de par une constitution. Mais l'idée est là. Les pleins pouvoirs, les pouvoirs exceptionnels, c'est aux mains du gouvernement, donc plusieurs personnes, en particulier les 3 directeurs, et c'est même pas eux qui décident de les commencer, ni même de les terminer. C'est-à-dire que le président de la République peut déclencher les pouvoirs exceptionnels, voilà, aux directeurs, ils ont les pouvoirs exceptionnels, le gouvernement a les pouvoirs exceptionnels, il les a pendant 5 jours, 10 jours. Imaginons qu'il souhaite les garder. Il souhaite les garder plus longtemps. Eh bien, le président de la République peut très bien dire, en fait, moi je souhaite que vous vous arrêtiez maintenant, au bout de 11 jours. Eh bien, le gouvernement s'arrête. Le gouvernement n'a plus les pouvoirs. C'est normal. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, comme disait Montesquieu. Donc, forcément, ce n'est pas une seule personne qui décide d'avoir tous les pouvoirs, de ne pas avoir de contre-pouvoir d'un coup. Non. Là, il y a 2 acteurs. Les pleins pouvoirs, c'est qu'à un seul acteur, une seule institution, seulement le gouvernement. Mais ils sont plusieurs déjà. Donc on limite quand même. On évite que le pouvoir soit trop concentré. Mais c'est quand même un pouvoir concentré, là, on est d'accord. Hein. Et en plus, il y a un contre-pouvoir, c'est le président de la République. Mais il n'y a pas que lui, on va le voir juste après. Mais j'ai quand même besoin de préciser autre chose avant, c'est que s'il n'y a pas de directeur ou s'ils sont tous empêchés, s'il y a une crise grave, c'est peut-être que le gouvernement vient d'être empêché, kidnappé, tué, peut-être que tous les directeurs ont été tués. Bien dans ce cas-là, le président de la République prend les pouvoirs exceptionnels temporairement, mais doit nommer un directeur dans les 48 heures, qui prend les pouvoirs exceptionnels dès sa nomination, et 2 autres dans les 72 heures qui suivent ces 48 heures. Si à nouveau un directeur se retrouve empêché, eh bien il le remplace dans les 48 heures. Et qu'est-ce qui se passe si c'est pas les directeurs ou le gouvernement qui n'existe plus, qui est empêché, qui est détruit, qui est tué, qui est emprisonné, peu importe de quelle manière elle est empêchée, imaginons que ce soit le président qui est empêché et qui ne peut pas déclencher les pouvoirs exceptionnels. Imaginons que le président de la République a été tué et qu'il faille déclencher les pleins pouvoirs. Comment on fait? Eh bien, il y a l'intérim. La Constitution prévoit l'intérim. Si c'est pas le président de la République, c'est le président de la Chambre des Sages qui devient président de la République et qui, du coup, pourra déclencher les pouvoirs exceptionnels. Et si lui aussi est mort, si lui aussi est empêché, s'il n'y a pas de président de la Chambre des Sages, comment on fait? La Constitution le prévoit aussi, dans ma vision politique constitutionnelle, c'est prévu, on en a déjà parlé à l'épisode 29. Le gouvernement prend ensuite le rôle du président de la République et déclenche lui-même les pleins pouvoirs. Mais là on est vraiment dans un cas exceptionnel. Normalement, ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe si le président de la République est mort, que le président de la Chambre des Sages a été enlevé, que le gouvernement n'existe plus? Comment on fait? Eh bien dans ce cas-là, on est quand même dans une situation très très grave. Je pense que les militaires prendraient, l'état-major militaire prendrait les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre au plus vite, afin d'organiser des élections pour résoudre ce problème. On a aussi une autre possibilité, c'est que la Chambre des Sages désigne un nouveau président lors d'un vote interne, qui est beaucoup plus court qu'un vote de toute la population, surtout dans une période aussi grave, qui aurait justifié le recours au pouvoir exceptionnel. Eh bien, dans ce cas-là, ils élisent un nouveau président de la Chambre des Sages, qui devient président, qui nomme les directeurs, et voilà, on est, entre guillemets, sauvé. D'un point de vue juridique, d'un point de vue nomination, des pouvoirs, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien pensé. Ça marche très bien, et même si j'avais pas pensé à l'article 16 quand j'ai pensé à l'intérim est pensé déjà pour ce genre de situation. Il existe actuellement dans la Constitution, et il faut le garder.
Bien, maintenant on continue. Le directeur qui préside, c'est celui qu'il était avant les pouvoirs exceptionnels. Oui, parce que comme il y a 3 directeurs qui ont des pouvoirs exceptionnels, s'il y a un problème entre les 3 directeurs, qu'il y a un conflit, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui décide d'un dernier ressort? Qui est-ce qui a une force plus importante? Qui est-ce qui préside le gouvernement, les conseils des ministres, etc. Eh bien, c'est le directeur qui présidait avant les pouvoirs exceptionnels. Ça se prolonge pendant toute la période des pouvoirs exceptionnels. La rotation dont on a déjà parlé dans les autres épisodes, eh bien, elle n'est plus là. Elle s'arrête, elle se met en pause. Et si le directeur est empêché, celui qui présidait avant les pouvoirs exceptionnels, eh bien c'est celui d'après dans la rotation qui a été prévue, qui devient le directeur qui préside. Ou le suivant. Ou s'il y en a aucun, si tous les directeurs étaient empêchés, eh bien c'est le premier qui a été nommé dans la période, et qui est encore en place, qui est président. Président du gouvernement, président des conseils, directeur qui préside, je précise, pas président de la République, attention. Ensuite, l'Assemblée nationale et la Chambre des sages se réunissent de plein droit. Ça c'est normal, c'est la même chose qu'actuellement, je ne vais pas continuer dessus, redire ce qu'on a déjà dit. Les lois unanimes sont modifiables par les directeurs. Ça c'est une nouveauté. Normalement les lois unanimes sont pas modifiables, sauf, condition d'urgence, je reviens pas là-dessus. Donc les lois unanimes sont modifiables par les directeurs. Sauf s'il y a la majorité des 3/5 de la Chambre des sages qui s'y oppose dans les 24 heures. Pour chaque loi modifiée, il faut une opposition des 3/5 de la Chambre des sages dans les 24 heures. Sinon, la loi unanime est modifiée par les directeurs. Donc on a là une première forme de contrôle de ce que peuvent faire les directeurs pendant ces pleins pouvoirs. Autre contrôle, ou plutôt obligation, c'est les obligations actuelles que je garde de consultation et de message à la nation. Je reviens pas là-dessus. Consultation officielle des directeurs par le président de la République qui veut déclencher ou arrêter les pouvoirs exceptionnels. Consultation également des présidents de l'Assemblée nationale, de la Chambre des sages et de la Cour constitutionnelle. Ensuite, réel contrôle, c'est la demande à la Cour constitutionnelle qui est possible dès 7 jours. Pas 30 jours. 30 jours, c'est énorme. Dès 7 jours, et autant de fois que souhaité, avec un écart minimal de 24 heures après chaque décision. Pour pas qu'il y ait des décisions toutes les heures, sinon ça n'aurait aucun sens. Là j'ai pas précisé, mais c'est les mêmes personnes que actuellement qui peuvent faire cette demande à la Cour constitutionnelle. Par contre, là, c'est une demande de décision et pas d'avis, une décision exécutoire. Ça veut dire que si la Cour constitutionnelle dit que les conditions ne sont plus réunies pour justifier les pleins pouvoirs, le président de la République doit immédiatement ordonner l'arrêt des pleins pouvoirs. Et si personne ne pose la question, si personne ne lui demande de se décider, de toute manière, la Cour constitutionnelle peut se saisir automatiquement à partir de 30 jours et autant de fois qu'elle le souhaite après, en respectant bien sûr un écart minimal de 24 heures entre les décisions. Donc là, on a un réel contrôle juridictionnel. On a un réel contre-pouvoir. Déjà, c'est pas le président de la République qui a les pleins pouvoirs. Donc, il contrôle ce que fait le gouvernement en pouvant arrêter les pleins pouvoirs quand il le veut. Ensuite, la Cour constitutionnelle peut ordonner, peut décider d'arrêter ses pleins pouvoirs au bout de 7 jours si elle est saisie ou au bout de 30 jours si elle souhaite s'auto-saisir à partir de 30 jours. On a réellement de réels contre-pouvoirs. On a une dictature exceptionnelle qui est contrôlée. On a une protection des lois unanimes. Je ne le dis pas, je ne l'ai pas dit, mais il faudrait quand même que je le dise, c'est que la Constitution ne peut pas être modifiée quand les pouvoirs exceptionnels sont en train d'être utilisés, sont mis en œuvre. C'est logique, mais ce doit être le cas. De toute façon, on le verra plus tard, dans d'autres épisodes, il y a une procédure bien spécifique pour changer la Constitution. En tout cas, selon moi, il faut une procédure bien spécifique qui fait que, normalement, même pendant les pleins pouvoirs, il n'est pas censé être possible pour le gouvernement, pour les directeurs, de changer la Constitution. Ensuite, autre point, qui est là, la sortie de ces pleins pouvoirs, de ces pouvoirs exceptionnels. C'est pas prévu actuellement par la Constitution. Pour moi, il faut cette chose importante, qui est une commission spéciale de retour à l'ordre constitutionnel. Son objectif, c'est de ratifier, de rendre légal, a posteriori, ou d'abroger, les lois qui ont été prises pendant la période. Tous les types de lois.
Donc là, on est au niveau législatif. Si les directeurs ont pris des lois courantes, ordinaires, lois de finances, lois organiques, lois unanimes modifiées, eh bien, il y a une commission spéciale qui se charge après de les ratifier ou de les abroger. Alors elle est composée de 36 membres plus 1, donc 37 membres. 36 membres pour que ce soit divisé par 3, et un membre en plus qui est en fait le président. Ces 36 membres, c'est un tiers, donc 12 personnes, 12 membres du gouvernement ayant exercé pendant la période. S'il y a plusieurs personnes qui se sont succédées à différents postes, on trouve un moyen, c'est pas grave, on en prend 2 ministres de l'Intérieur pendant cette période, on prend les directeurs pendant cette période. Bref, ça dépend, mais c'est le président de la République, je l'ai pas précisé, mais ça devrait être le président de la République ou le gouvernement, je sais pas exactement, faudrait y réfléchir, qui décide de qui sont ces 12 membres qui vont participer, qui ont exercé pendant la période, qui vont participer à cette commission spéciale. C'est pourquoi décider qu'il y ait un tiers des membres de cette commission qui soient des membres du gouvernement, alors que c'est pour une ratification législative, bien c'est pour qu'ils puissent défendre leurs lois, leurs décisions pendant la période, et expliquer pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils pensent que c'est une bonne chose, que ça continue, ou pourquoi est-ce qu'ils souhaitent décider que ça ne continue plus. Parce qu'ils peuvent prendre des lois de façon exceptionnelle, seulement pour la période, et après dire, bon, c'est plus nécessaire, faut les abroger. Mais c'est seulement un tiers, ils sont pas majoritaires. Ensuite, il y a un tiers de membres de l'Assemblée nationale, un tiers de membres de la Chambre des sages. Un tiers gouvernement, un tiers Assemblée nationale, un tiers Chambre des sages. Et le président, c'est le président de la Chambre des sages. C'est lui qui préside la commission spéciale de retour à l'ordre constitutionnel. Tout ce beau monde, ils se réunissent pendant maximum 1 an, ça peut être moins, mais c'est maximum 1 an, pour ratifier la majorité des 2 tiers les lois prises pendant la période. Sinon, si elles ne sont pas ratifiées, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à voter à la majorité des 2 tiers une ratification de ces lois, indépendamment les unes des autres, eh bien elles sont abrogées. Et là, dans ce processus-là, les vétos scientifiques, préavis de veto et veto scientifique sont possibles. Les procédures de levée non-conformité et urgence également. Ça, c'est pour ceux qui suivent, bien par la Constitution, qui se souviennent, qui ont bien suivi. Si vous êtes à fond là-dedans et que vous avez bien compris tout ce qui a été dit, vous avez bien suivi ce concept de veto scientifique, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas très important, mais c'est important pour moi de le dire, pour que ce soit bien clair, si quelqu'un souhaite s'intéresser de façon approfondie à tout ce que je dis là, et qui suit bien, je le précise, les vétos scientifiques sont possibles, les procédures de levée non-conformité et urgence sont possibles également. Pour moi, c'est normal. C'est normal, on revient à la normalité. On revient au processus législatif normal. Juste avec une commission spéciale qui s'occupe de faire revenir toutes les décisions au niveau législatif dans la légalité. Donc on est réellement dans une dictature exceptionnelle, contrôlée, dans son déclenchement par le président de la République, pour son arrêt par le président de la République, pour son arrêt par la Cour constitutionnelle qui est potentiellement saisie au bout de 7 jours par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des sages ou des députés et des sénateurs, les lois unanimes sont protégées, et a posteriori, les décisions qui ont été prises sont contrôlées et peuvent être abrogées rapidement par une commission spéciale. Donc là, pour moi, on tient un équilibre entre le contrôle, qui n'est pas trop contraignant, mais qui l'est quand même. Il n'est pas contraignant sur les mesures en elles-mêmes, mais sur le recours à ces pouvoirs, dans leur déclenchement, dans leur durée. Et c'est seulement après les pleins pouvoirs, qu'on s'occupe des mesures en elles-mêmes. Donc voilà, je résume tout ça lors d'une conclusion, et on va pouvoir finir cet épisode qui, encore une fois, a été un peu long, mais c'est normal, c'est quand même un beau bébé l'article 16, quand même un bon pavé de 6 alinéas, il faut expliquer, et j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord. En attendant, je vous résume ma proposition, qui est donc avec plus de contrôle que l'article 16 actuel de la Constitution de la 5ème République. C'est une dictature exceptionnelle contrôlée pour rétablir les pouvoirs publics constitutionnels. On a d'une part le président de la République qui déclenche et arrête les pouvoirs exceptionnels du gouvernement, donc pouvoirs exceptionnels surtout aux directeurs. S'il n'y a pas de directeur ou s'ils sont empêchés, le président de la République prend les pleins pouvoirs, les pouvoirs exceptionnels, temporairement, mais de nommer un directeur dans les 48 heures, qui reprend les pleins pouvoirs. Et ensuite, 2 autres dans les 72 heures qui suivent ces 48 heures.
Les lois unanimes sont modifiables par les directeurs, sauf si une majorité des 3/5 des membres de la Chambre des sages s'y oppose dans les 24 heures, pour chaque loi modifiée. Bien sûr, l'Assemblée nationale et la Chambre des sages se réunissent de plein droit pendant les pouvoirs exceptionnels, pendant cette période. Les obligations actuelles de consultation et de message à la nation sont conservées, je souhaite que ce soit conservé, et il y a une demande à la Cour constitutionnelle, avec des délais plus courts, une décision exécutoire. On a là, en résumé, j'ai pas tout remis, on a là, en résumé, les modifications essentielles, dans ma vision politique constitutionnelle, de cette procédure des pouvoirs exceptionnels. Mais enfin, dernière chose quand même, la sortie de ces pouvoirs, la commission spéciale, mixte, puisqu'il y a 1/3 de membres du gouvernement qui ont exercé pendant les pleins pouvoirs, 1/3 de membres qui sont de l'Assemblée nationale, 1/3 de membres qui sont de la Chambre des sages. Et c'est une commission spéciale de retour à l'ordre constitutionnel comme on vient de le voir, donc j'ai pas besoin de le répéter, on vient de le voir il y a seulement quelques minutes. On a vu les pouvoirs exceptionnels, selon moi, ce qu'ils devraient être. Ils existent toujours. Il y en a plein, actuellement, dans la vie politique, qui trouvent que l'article 16, c'est un article qui devrait disparaître. Pour moi, c'est un article qui ne devrait pas être utilisé en temps normal, évidemment, mais qui est quand même une sacrée protection, en cas de troubles vraiment majeurs, et de pouvoirs publics constitutionnels qui ne peuvent plus fonctionner. Si l'Assemblée nationale explose à cause d'un attentat terroriste, que les directeurs sont kidnappés, qu'une partie de la France est envahie, eh bien il faut pouvoir recourir à cette dictature exceptionnelle pour rétablir les pouvoirs publics constitutionnels. En plus d'un état de siège, ou plutôt même d'un état de guerre, les deux peut-être, bref, il faut pouvoir légalement recourir à de tels pouvoirs. Bon, sur les derniers épisodes, c'était quand même des sujets un peu graves. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un ton un peu grave, un peu solennel, un peu sérieux. Bon, la prochaine fois ce sera sans doute un peu moins, puisqu'on va changer de sujet, on revient sur des sujets un peu plus légers, un peu moins militaires, de menaces, tout ça, non. On revient à un autre sujet. Le prochain épisode, ce sera sur une institution classique, j'ai envie de dire, ce sera pas sur des pouvoirs exceptionnels, tout ça. Non, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Il y en a plein qui connaissent pas. C'est pas l'institution la plus centrale dans la Constitution, dans le régime, dans le système politique de la Cinquième République, mais c'est quand même un pouvoir intéressant, une institution intéressante qui est prévue par la Constitution, donc la prochaine fois, on verra le Conseil économique, social et environnemental. Merci à tous et tous d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à écrire des petits commentaires, pour féliciter de l'épisode, pour donner vos critiques, constructives bien sûr, on reste poli, toujours, et sinon, on se retrouve à la prochaine, c'était Elsker, salut!